Avant que les chronologies ne soient figées, avant que l'histoire n'apprenne à compter en siècles et en règnes, il existait un temps plus vaste, moins ordonné. Un temps dont il ne reste que des fragments, enfouis sous les sédiments, la glace et les mythes. Certaines civilisations anciennes parlaient en d'êtres venus avant le déluge, de rois qui ne régnaient pas seulement sur des peuples, mais sur les cycles mêmes de la terre. Leurs noms survivent à peine, gravés sur des tablettes brisées, traduits à travers des langues mortes. Puis, soudainement, tout s'interrompt. Un bouleversement climatique brutal, une montée des eaux, une disparition presque totale de la mémoire humaine. Ce qui fut connu devint légende, ce qui fut mesuré devint silence. Et au cœur de cette rupture, une figure demeure, floue mais persistante. Le dernier roi d'un monde effacé, témoin d'une fin que nous commençons à peine à reconnaître. Il existe dans les premières strates de la mémoire humaine une impression diffuse que le monde n'a pas toujours commencé là où nos manuels le placent. Les plus anciens récits ne parlent pas d'une naissance progressive, mais d'un héritage. Quelque chose était déjà là. Des villes nommées avant d'être fondées, des lois établies avant d'être comprises, un ordre du monde présenté comme ancien dès son apparition. Dans les textes sumériens, l'histoire ne débute pas avec l'homme, mais avec un temps antérieur, décrit comme plus long, plus stable et étrangement structuré. Ces récits évoquent une période où la royauté ne provenait pas de la terre, mais descendait d'ailleurs. L'expression n'est pas métaphorique, elle est répétée, presque administrative. Le pouvoir aurait été transmis depuis le ciel, confié à des figures appelées Anunnaki. Non pas comme des dieux abstraits, mais comme des autorités organisées, dotées de fonctions, de hiérarchie et d'une durée de règne mesurée en milliers d'années. Les scribes qui consignèrent ces listes ne semblaient pas douter de leur réalité. Ils notaient, comparaient, recopiaient. Ce qui frappe, c'est la tranquillité du ton. Aucun effort pour convaincre, aucun lyrisme. Les règnes sont énumérés comme des faits. Les villes apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. Le monde semble suivre un cycle qui dépasse l'échelle humaine. Dans ce cadre, l'homme n'est pas au centre. Il est témoin tardif, parfois bénéficiaire, parfois survivant. La question n'est pas de savoir si ces récits doivent être pris littéralement, mais pourquoi ils ont été formulés ainsi. Pourquoi décrire un passé si lointain avec autant de précision structurelle, alors que le présent des auteurs restait fragile et instable ? Les archéologues ont longtemps considéré ces textes comme symboliques, des tentatives naïves d'expliquer l'origine du pouvoir. Pourtant, certaines incohérences de Hinz demeurent. Les durées de règne ne correspondent à aucun schéma mythologique classique. Elles ne glorifient pas. Elles constatent. Dans ces récits, le monde antérieur est décrit comme cohérent. Les fleuves suivent leur cours, les saisons sont régulières, les cités sont établies selon un ordre précis. Puis, sans annonce dramatique, quelque chose change. Les textes parlent d'une rupture. Le langage devient plus hésitant. Les règnes raccourcissent. Les dieux se retirent. La royauté est déplacée. Ce glissement n'est pas raconté comme une punition morale, mais comme une conséquence. Un événement naturel ou cosmique qui impose une réorganisation complète. Les mythes ultérieurs transformeront cette rupture en déluge. Mais dans les couches les plus anciennes, le mot n'est pas encore chargé d'émotion. Il désigne une montée des eaux, une destruction étendue, une perte irréversible. Les villes d'avant sont submergées. Leurs noms conservés comme on conserverait une liste de lieux disparus. Aucun héros n'émerge pour sauver le monde. Seuls quelques survivants sont mentionnés, porteurs d'un savoir fragmentaire. Ce monde antérieur n'est pas présenté comme parfait. Il est simplement stable. Et c'est peut-être cela qui le rend si troublant. Car la stabilité sur des milliers d'années implique une compréhension fine de l'environnement, une capacité à prévoir les cycles, à observer le ciel, à mesurer le temps avec rigueur. Or, certaines tablettes évoquent des connaissances astronomiques complexes bien avant l'apparition supposée de telles observations. Les constellations y sont nommées, non comme des images poétiques, mais comme des repères. Les mouvements célestes sont associés aux décisions politiques, aux fondations de villes, aux périodes agricoles. Tout semble inscrit dans un système plus vaste. Ce n'est pas une religion au sens émotionnel, c'est une cosmologie fonctionnelle. Dans ce contexte, la figure du roi prend une autre dimension. Il n'est pas un conquérant, il est un gardien d'équilibre. Son rôle est de maintenir l'alignement entre la terre et le ciel, entre les cycles naturels et l'organisation humaine. Lorsqu'il échoue, ce n'est pas par faute morale, mais parce que le système lui-même devient instable.
La mémoire de ce monde antérieur se transmettra ensuite sous forme de fragments. Les Égyptiens parleront d'un temps des dieux situé avant les pharaons. Les Grecs évoqueront des âges successifs, chacun plus fragile que le précédent. Les peuples d'Amérique conserveront des récits en un de mondes détruits par l'eau ou le feu. Les motifs se répètent sans jamais être identiques, comme si chaque culture avait hérité d'un écho partiel. Ce qui est constant, en revanche, c'est la notion de perte. Quelque chose a été oublié, non pas effacé volontairement, mais rendu inaccessible. Les survivants n'auraient pas transmis la totalité de ce qu'ils savaient peut-être par incapacité, peut-être par choix. La reconstruction aurait nécessité une simplification, un retour à des formes plus élémentaires d'organisation. Les données scientifiques modernes commencent à éclairer cette période d'un jour nouveau. Les analyses des carottes de glace révèlent une instabilité climatique marquée il y a environ 13 000 ans. Les températures semblent fluctuant rapidement. Les niveaux marins augmentent. De vastes régions deviennent inhabitables. Ce cadre correspond étrangement au récit de rupture conservé par les mythes. Il ne s'agit pas de confirmer l'existence littérale des Anunnaki, mais de reconnaître que les anciens tentaient de décrire un changement réel perçu comme radical. Leur langage était celui dont ils disposaient. Leur cadre conceptuel intégrait le ciel, la terre et le pouvoir dans un même système explicatif. Le monde antérieur, tel qu'ils le décrivent, n'est pas un âge d'or idéalisé. C'est un monde mesuré, ordonné, puis brusquement déstabilisé. Ce basculement marque la fin d'une continuité et le début d'une ère fragmentée, où la mémoire devient mythe et le mythe devient symbole. La figure du dernier roi n'apparaît pas encore clairement. Elle reste en retrait, comme une ombre portée par l'effondrement lui-même. Mais sa présence est suggérée. Quelqu'un aurait été là au moment de la transition. Un témoin, peut-être un gestionnaire de crise, peut-être un vestige d'un ordre ancien tentant de survivre dans un monde qui ne répond plus aux mêmes règles. Si un tel personnage a existé, il n'aurait pas laissé de monument. Les structures monumentales appartiennent aux périodes de reconstruction, pas aux instants de bascule. Ce qu'il aurait laissé, en revanche, ce sont des traces indirectes, des calendriers modifiés, des listes interrompues, des noms conservés sans contexte. C'est dans ces silences que commence réellement l'enquête, non pas dans ce qui est affirmé, mais dans ce qui cesse d'être expliqué. Pourquoi certaines listes royales s'arrêtent-elles brusquement ? Pourquoi les durées de règne se contractent-elles soudainement ? Pourquoi les dieux cessent-ils de gouverner directement ? Ces questions ne cherchent pas une réponse spectaculaire. Elles invitent à observer la continuité brisée d'une mémoire ancienne, à reconnaître que l'histoire humaine pourrait ne pas être une ligne droite, mais une surface érodée, dont les couches les plus profondes restent difficiles à lire. Et si le dernier roi de ce monde antérieur n'était pas un conquérant oublié, mais le témoin silencieux d'un système arrivé à sa limite, que resterait-il de son règne dans les traces que nous commençons seulement à interpréter ? Dans les récits poptou les plus anciens, il n'existe aucune séparation nette entre le divin et l'humain. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme des entités lointaines, invisibles, mais comme des présences inscrites dans le paysage quotidien. Ils résident dans des cités, se déplacent, prennent des décisions, établissent puis des règles. Leur existence ne relève pas de la foi, mais de l'organisation du monde. Les textes ne cherchent pas à expliquer leur origine. Ils partent du principe qu'ils sont déjà là. Cette proximité est l'un des aspects les plus déroutants de ces récits. Les dieux n'apparaissent pas dans des visions ou des révélations. Ils administrent, ils répartissent les tâches, ils définissent les limites. Leur autorité ne repose pas sur la crainte, mais sur la maîtrise d'un savoir que les humains ne possèdent pas encore pleinement. Un savoir lié au cycle naturel, au mouvement du ciel, au rythme long de la Terre. Les Anunnaki sont souvent associés à des fonctions précises. Certains supervisent les eaux, d'autres la terre cultivable, d'autres encore les calendriers et les rites. Cette répartition suggère une compréhension systémique du monde. Rien n'est laissé au hasard. Chaque domaine est surveillé, mesuré, ajusté. L'humain, dans ce cadre, apprend par observation et imitation. Il reçoit des instructions, mais aussi des limites. Les mythes postérieurs transformeront cette relation en récit de domination ou de rébellion. Mais dans les sources les plus anciennes, la relation est plus neutre. Elle ressemble à celle d'un apprentissage prolongé. Les dieux marchent parmi les hommes non pour être adorés, mais pour maintenir un équilibre fragile entre environnement et société naissante. Cette présence soulève une question fondamentale. Pourquoi ces récits insistent-ils autant sur la cohabitation ? Pourquoi ne pas reléguer les dieux dans un passé inaccessible ?
Peut-être parce que, pour les auteurs de ces textes, cette période n'était pas si lointaine. Elle appartenait encore à une mémoire transmise, même déformée, même incomplète. Les descriptions de ces êtres sont étonnamment sobres. Ils ne sont ni gigantesques ni monstrueux. Leur différence n'est pas physique maintenant mais fonctionnelle. Ils savent mesurer le temps avec précision. Ils comprennent les cycles climatiques. Ils anticipent les changements saisonniers à long terme. Ce sont des compétences qui, pour une humanité encore dépendante des variations immédiates de son environnement, pouvaient me sembler surhumaines. Les cités où ils résident ne sont pas décrites comme des paradis. Elles sont ordonnées. Leur architecture répond à des contraintes précises. Les temples ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des centres de calcul, d'observation, de stockage du savoir. Les offrandes ne sont pas des gestes symboliques, mais des échanges codifiés, presque contractuels. Dans ce monde, le sacré et le technique ne sont pas séparés. Observer le ciel est un acte religieux autant que scientifique. Mesurer le temps est une manière de respecter l'ordre cosmique. Transgresser les cycles naturels, c'est rompre un équilibre qui dépasse l'individu. Cette vision ne repose pas sur la peur, mais sur la conscience de limite. Les récits évoquent parfois des tensions. Tous les Anunnaki ne sont pas d'accord. Certains souhaitent se retirer, d'autres insistent pour rester. Ces divergences ne sont pas présentées comme des conflits moraux, mais comme des désaccords stratégiques. Le monde change. Les conditions ne sont plus les mêmes. Ce qui fonctionnait auparavant devient plus difficile à maintenir. C'est ici que la figure du roi humain commence à émerger. Non pas comme un remplaçant, mais comme un relais. Les dieux confient progressivement certaines responsabilités. Ils transmettent des règles, des outils, des connaissances. La royauté devient un intermédiaire entre le ciel et la terre. Elle n'est pas encore héréditaire. Elle est attribuée en fonction de la capacité à maintenir l'ordre. Cette transition est décrite sans emphase. Elle semble inévitable. Les dieux marchent encore parmi les hommes, mais leur présence devient plus rare. Ils se retirent des affaires quotidiennes. Ils observent à distance. Leur rôle évolue, passant de gestion directe à supervision. Les traces archéologiques de cette période sont fragmentaires. Pourtant, certaines structures anciennes suggèrent une compréhension avancée de l'astronomie et de la géographie. Des alignements précis, des constructions adaptées aux cycles solaires, des systèmes hydrauliques complexes. Ces réalisations ne témoignent pas seulement d'ingéniosité, mais d'une continuité de savoir sur plusieurs générations. Ce savoir ne semble pas avoir été découvert progressivement. Il apparaît parfois de manière abrupte, puis disparaît, comme s'il avait été transmis, puis perdu. Les récits des Anunnaki offrent une explication mythologique à ce phénomène, un temps où le savoir était accessible, suivi d'un retrait. Dans cette perspective, les dieux ne sont pas des créateurs ex nihilo, ils sont des conservateurs. Ils préservent un ordre ancien, peut-être hérité lui-même d'une période encore antérieure. Leur présence parmi les hommes est temporaire, conditionnée par la stabilité du monde. Lorsque les conditions commencent à se détériorer, leur rôle devient plus incertain. Les textes parlent de signes dans le ciel, de cycles qui se décalent, de saisons imprévisibles. Les Anunnaki observent ces changements avec inquiétude. Leur savoir leur permet de comprendre ce qui se prépare, mais pas nécessairement de l'empêcher. C'est peut-être là que naît la distance entre Dieu et humain, non pas par choix arbitraire, mais par nécessité. Face à un bouleversement à grande échelle, la transmission complète du savoir devient impossible. Ce qui peut être sauvé l'Est sous forme de règles simples, de rituels, de mythes condensés. Les dieux cessent alors de marcher parmi les hommes. Leur absence n'est pas brutale, elle est progressive. Les récits deviennent plus vagues. Les interventions directes se raréfient. Les humains prennent davantage de décisions, souvent sans comprendre pleinement les conséquences à long terme. Ce retrait laisse un vide, un espace où l'autorité humaine doit se construire sans le cadre stabilisateur des cycles parfaitement compris. Les rois humains héritent d'un pouvoir qu'ils ne maîtrisent que partiellement. Ils reproduisent des gestes, des lois, des calendriers dont le sens profond s'estompe. Dans les mythes ultérieurs, ce vide sera interprété comme une chute, une perte de faveur divine. Mais dans les récits les plus anciens, il ressemble davantage à une séparation fonctionnelle. Le monde n'est plus compatible avec une gouvernance directe fondée sur un équilibre ancien. Si les dieux ont marché parmi les hommes, ce n'était peut-être pas pour les guider éternellement, mais pour les préparer à un monde différent. Un monde où la stabilité n'est plus garantie, où l'adaptation devient plus importante que la conservation.
À l'approche du grand bouleversement, cette préparation semble incomplète. Les Anunnaki savent que quelque chose approche. Les textes évoquent des conseils, des débats, des décisions difficiles. Certains choisissent de rester jusqu'au bout. D'autres se retirent plus tôt. Le monde entre dans une phase de transition irréversible. C'est dans cette zone d'incertitude que se dessine la figure d'un dernier règne, ni entièrement divin ni pleinement humain. Un pouvoir exercé dans l'ombre d'une catastrophe est annoncé. Et si les dieux ne marchaient plus parmi les hommes au moment crucial, qui portait alors la mémoire de ce qu'ils savaient, et jusqu'où cette mémoire pouvait-elle survivre au changement qui s'annonçait? Dans les archives les plus anciennes, certains noms apparaissent sans racines visibles. Ils ne sont reliés à aucune dynastie, à aucune descendance clairement identifiée. Ils surgissent d'un peu dans les listes, occupent une place déterminante, puis disparaissent sans laisser de traces matérielles. Aucun tombeau. Aucun monument, aucun culte durable. Pourtant, leur présence semble indispensable à la continuité du récit. Sans eux, la transition entre deux mondes reste incompréhensible. Ce type de figure n'est pas rare dans les textes sumériens les plus anciens, mais l'un d'entre eux se distingue par sa position singulière. Il apparaît à la fin d'un cycle, là où les durées de règne se contractent brutalement, là où le langage devient plus incertain. Ce roi ne fonde pas une ère, il la clôt. Son rôle n'est pas d'étendre un territoire, mais de maintenir ce qui peut encore l'être. Il ne porte pas de titre grandiloquent. Il n'est pas décrit comme invincible ou glorieux. Sa fonction semble presque administrative. Il reçoit la royauté à un moment où celle-ci a déjà perdu une partie de son sens originel. Les dieux se sont retirés, les cycles se dérèglent. Le monde qu'il hérite n'est plus celui qui l'a précédé. Ce roi n'est pas sans pouvoir, mais son autorité est limitée par des forces qui le dépassent en nombre. Il gouverne dans un contexte de transition climatique, sociale et cosmologique. Les textes ne parlent pas de conquête, mais de déplacement. Les villes ne sont plus fondées, elles sont abandonnées. Les populations ne croissent plus, elles se fragmentent. Ce qui rend ce roi particulièrement énigmatique, c'est l'absence de lignée. Avant lui, les règnes s'inscrivent ensemble dans une continuité, parfois mythifiée, parfois exagérée, mais toujours reliée. Après lui, une nouvelle logique s'installe. Les rois deviennent plus humains, plus proches, plus mortels. Les durées de règne se raccourcissent jusqu'à devenir comparables à celles que l'archéologie peut confirmer. Ce roi se situe exactement à la frontière, trop ancien pour être historique au sens classique, trop précis pour être purement symbolique. Il semble incarner une fonction plutôt qu'une personne, comme si le rôle avait été plus important que l'individu qui l'occupait. Les textes ne décrivent pas sa naissance, ils ne décrivent pas sa mort, ils notent simplement qu'il a régné puis que le monde a changé. Cette sobriété est troublante. Dans des cultures où la mémoire royale sert à légitimer le présent, pourquoi conserver le souvenir d'un roi sans descendance ni héritage direct? Une hypothèse s'impose progressivement. Ce roi aurait été chargé de gérer une fin. Non pas de l'empêcher, mais de l'accompagner. Son règne aurait consisté à préserver des fragments de savoir, à organiser un retrait, à préparer une humanité réduite à survivre dans un environnement radicalement transformé. Cette hypothèse trouve un écho dans plusieurs traditions. Des figures similaires apparaissent ailleurs sous d'autres noms. Des rois qui avertissent, qui construisent donc sans savoir pour qui transmettent sans comprendre entièrement ce qu'ils transmettent. Leur rôle n'est pas de dominer l'avenir, mais de lui laisser quelque chose. L'absence de tombe prend alors un autre sens. Ce roi n'aurait pas été honoré par des monuments parce que le monde qui aurait dû les entretenir n'existait plus. Les structures d'un funéraire nécessitent une stabilité sociale, une continuité de mémoire. Dans un contexte d'effondrement, elles deviennent secondaires. Il est également possible que ce roi n'ait pas été perçu comme pleinement humain par ceux qui l'ont suivi. Sa fonction, héritée d'un ordre ancien, aurait semblé étrangère aux nouvelles générations. Son souvenir aurait été conservé par nécessité administrative, puis progressivement vidé de son contexte. Les listes royales, dans ce cas, agiraient comme des archives minimales. Elles conservent les noms et les durées, mais pas les histoires, comme si raconter davantage aurait été inutile ou impossible. Le silence autour de ce roi n'est pas un oubli. C'est une compression. Ce phénomène de compression de la mémoire est observable dans d'autres périodes de crise. Lorsque les sociétés sont confrontées à des bouleversements rapides, elles simplifient leur récit. Elles éliminent les détails superflus. Elles retiennent ce qui permet de continuer, pas ce qui explique le passé.
Le roi sans lignée serait donc le dernier représentant d'un mode de gouvernance fondé sur une connaissance approfondie des cycles naturels. Après lui, la royauté se transforme. Elle devient plus symbolique, plus rituelle, moins liée à une observation directe du monde. Ce changement n'est pas immédiat. Il s'étale sur plusieurs générations. Mais la rupture est scandée nette dans les textes. Le langage perd sa précision cosmologique. Les références des célestes deviennent métaphoriques. Les dieux cessent d'être des administrateurs du réel pour devenir des figures narratives. Ce roi aurait vécu à un moment où ces deux logiques coexistaient encore. Il aurait parlé un langage que peu pouvaient rien comprendre pleinement. Il aurait appliqué des règles dont la nécessité n'était plus évidente. Son autorité aurait reposé sur une mémoire en train de disparaître. Dans ce contexte, l'absence de lignée n'est pas une anomalie, elle est cohérente. Transmettre un pouvoir dont le fondement est perdu n'aurait eu aucun sens. Le monde nouveau exigeait d'autres formes de leadership, plus adaptatives, moins dépendantes d'un ordre cosmique stable. Les traditions postérieures transformeront cette figure en mythe ou l'ignoreront complètement. Mais sa trace subsiste dans les anomalies du récit, dans les durées de règne qui ne correspondent plus, dans les ruptures de ton, dans les silences inexplicables. Si ce roi a existé, il n'aurait pas été le dernier souverain, mais le dernier à comprendre pleinement le système qu'il administrait. Après lui, la royauté continue, mais elle n'est plus alignée sur les mêmes cycles. Elle devient une réponse humaine à un monde imprévisible. Ce basculement marque le début d'une ère où la mémoire n'est plus cumulative mais fragmentée, où le passé n'éclaire plus l'avenir avec la même clarté. Le roi sans tombe ni lignée devient alors une figure de seuil, presque invisible, mais essentielle pour comprendre la perte qui suit. Et si son rôle avait été précisément de disparaître sans trace, afin que le monde nouveau puisse se construire sans le poids d'un ordre devenu obsolète, que resterait-il aujourd'hui pour indiquer qu'un tel passage a réellement eu lieu ? Lorsque les premières tablettes sumériennes furent mises au jour, elles ne racontaient pas des exploits ni des prières exaltées. Elles parlaient de listes, de mesures, de règnes, de frontières. Leur langage était sec, méthodique, presque administratif. C'est précisément cette neutralité qui les rend si troublantes. Ces textes ne cherchent pas à séduire ni à convaincre. Ils consignent, ils enregistrent, ils préservent une mémoire qui, au moment même de son inscription, semble déjà menacée. Beaucoup de ces tablettes sont fragmentaires, brisées non seulement par le temps, mais parfois intentionnellement. Les lignes s'interrompent, les noms sont incomplets, les séquences semblent se tronquer. Ce ne sont pas des œuvres littéraires, mais des vestiges d'archives. Et comme toute archive issue d'une période de transition, elles révèlent autant par ce qu'elles disent que par ce qu'elles ne disent plus. Les scribes sumériens vivaient dans un monde déjà reconstruit. Les grandes ruptures étaient m'en passées, les eaux s'étaient retirées, les villes renaissaient sur des sols transformés. Pourtant, ils ressentaient la nécessité de consigner un passé bien plus ancien que leur propre culture. Ce passé n'était pas raconté sous forme de légende, mais comme une suite d'événements ordonnés. Les dieux y apparaissent comme des acteurs politiques, les rois comme des relais temporaires. Le temps y est compté selon des unités qui dépassent largement l'expérience humaine ordinaire. Ces tablettes ne forment pas un récit continu. Elles sont dispersées, retrouvées dans différents sites, parfois séparées par des siècles de dépôt. Pourtant, lorsqu'on les compare, une cohérence étrange apparaît. Les mêmes noms reviennent, les mêmes lieux sont mentionnés, les mêmes ruptures les sont suggérées. Cette cohérence n'est pas parfaite, elle est érodée, mais elle résiste. Les listes royales en particulier posent un problème fondamental. Elles décrivent des règnes extrêmement longs avant une grande rupture, puis des règnes plus courts après. Cette rupture est mentionnée sans emphase. Une simple phrase suffit à signaler que le monde n'est plus le même. La royauté est déplacée. Le centre du pouvoir change. Le ton devient différent. Les chercheurs modernes ont longtemps interprété ces listes comme symboliques. Les longues durées seraient des métaphores. Les rois seraient à des figures mythiques. Pourtant, cette interprétation ne résout pas tout. Les durées ne suivent aucun schéma religieux connu. Elles ne correspondent ni à des cycles rituels, ni à des archétypes narratifs classiques. Elles semblent obéir à une logique interne aujourd'hui perdue. Ce qui est encore plus déroutant, c'est la précision de certains détails techniques. Les tablettes évoquent des systèmes de mesure du temps, des calendriers complexes, des observations célestes régulières. Ces informations ne sont pas développées,
comme si elles allaient prendre soi. Le scribe ne prend pas le temps d'expliquer. Il note, pour ceux qui savent déjà, cela suggère que ces tablettes sont les restes d'un système de transmission plus vaste, un système dans lequel le lecteur était supposé partager un cadre de référence commun. Ce cadre s'est effondré. Les tablettes sont restées. Elles sont devenues opaques. Les brisures matérielles des tablettes reflètent une brisure plus profonde, une rupture dans la continuité du savoir. Certaines tablettes semblent avoir été recopiées à partir de sources plus anciennes, elles-mêmes déjà fragmentaires. On y trouve des hésitations, des variantes, des corrections. Comme si le scribe tentait de reconstituer quelque chose dont il ne maîtrisait plus totalement le sens. Dans ce contexte, la figure du dernier roi prend une importance nouvelle. Son règne apparaît souvent à proximité de ces ruptures textuelles. Avant lui, les listes sont plus stables. Après lui, elles deviennent plus confuses. Ce n'est pas une preuve directe, mais une corrélation persistante. Il est possible que ces tablettes aient été rédigées dans un effort conscient de sauvegarde, pas pour glorifier le passé, mais pour éviter sa disparition totale. Les scribes auraient consigné ce qu'ils pouvaient encore comprendre, laissant le reste dans le silence. Ce silence n'était pas une absence, c'est une limite. Les tablettes brisées témoignent aussi d'un changement de rapport au monde. Les textes les plus anciens semblent considérer l'ordre cosmique comme connaissable et mesurable. Les textes ultérieurs insistent davantage sur les rites, les offrandes, la médiation divine. Le savoir direct se transforme en pratique symbolique. Cette transformation n'est pas nécessairement une régression. Elle peut être vue comme une adaptation. Face à un monde devenu instable, où les cycles ne se répètent plus avec la même régularité, il devient impossible de fonder le pouvoir sur une connaissance précise des rythmes naturels. Il faut d'autres formes de cohésion. Les tablettes deviennent alors des objets de mémoire plutôt que des outils de gouvernance. Elles sont conservées dans les temples, recopiées, parfois sans être pleinement comprises. Leur fonction change. Elles ne servent plus à administrer le monde, mais à rappeler qu'un autre ordre a existé. Certains fragments suggèrent même une forme de retenue volontaire. Des passages semblent volontairement vagues. Des noms sont évoqués sans description. C'est comme si certains savoirs ne devaient plus être transmis intégralement. Cette retenue pourrait être liée à une conscience aiguë du danger. Transmettre un savoir inadapté à un monde nouveau peut être destructeur. Le dernier roi, dans cette perspective, n'aurait pas seulement été un dirigeant, mais un point de décision. Celui qui choisit ce qui peut être conservé et ce qui doit disparaître. Son absence de tombe, son absence de lignée, prendraient alors un sens supplémentaire. Il n'est pas fait pour être imité. Il est fait pour être traversé. Les tablettes brisées ne racontent pas son histoire. Elles signalent son passage. Elles marquent une césure. Après lui, le langage change. Le monde est raconté autrement. Les dieux deviennent plus distants. Les humains deviennent plus centraux, mais aussi plus vulnérables. Aujourd'hui, ces tablettes sont étudiées comme des objets archéologiques. Elles sont datées, classées, traduites. Mais leur fonction originelle nous échappe encore en partie. Elles ne sont pas des récits complets. Elles sont des restes, des morceaux d'un système cognitif effondré. En les observant attentivement, on perçoit une tension constante entre précision et silence, comme si les scribes avaient tenté de fixer une mémoire avant qu'elle ne se dissolve entièrement. Ce geste, modeste et discret, traverse les millénaires. Et si ces tablettes n'étaient pas seulement des archives du passé, mais des signaux laissés volontairement incomplets, destinés à être compris seulement lorsque les conditions seraient à nouveau réunies pour interroger ce qui s'est réellement perdu au moment où le monde a changé. À mesure que les tablettes de Sumer cessent de parler clairement, une autre question s'impose, plus discrète mais plus persistante. D'où venait le savoir qu'elles tentent de préserver ? Certaines connaissances qu'elles évoquent semblent émerger sans période préparatoire visible. Elles apparaissent déjà structurées, déjà intégrées dans un système cohérent. Or, selon les cadres chronologiques classiques, ces sociétés auraient dû être encore en phase d'expérimentation rudimentaire. Ce décalage ne se manifeste pas par des affirmations spectaculaires, mais par des détails techniques. La maîtrise des cycles agricoles à long terme, l'organisation des cités en fonction d'axes célestes, la gestion de l'eau à grande échelle dans des environnements instables. Ces compétences supposent une observation prolongée, transmise sur de nombreuses générations. Pourtant, les traces archéologiques d'une telle continuité sont rares ou absentes. L'âge de la pierre, tel qu'il est défini, est censé correspondre à une période de subsistance immédiate,
où la survie quotidienne laisse peu de place à une abstraction avancée du monde. Et pourtant, certains vestiges contredisent cette image. Des outils semblent conçus pour des usages précis, non improvisés. Des structures témoignent d'une planification qui dépasse l'horizon d'une seule vie humaine. Ce savoir ancien ne se présente pas comme une invention progressive. Il ressemble davantage à un héritage, comme si des principes avaient été transmis à des sociétés encore incapables de les produire par elles-mêmes, mais capables de les appliquer. Cette distinction est essentielle. Appliquer un savoir n'implique pas nécessairement de le comprendre dans toute sa profondeur. Les récits des Anunnaki offrent une clé de lecture possible. Ils décrivent une période où le savoir n'était pas découvert, mais dispensé. Non pas sous forme de révélation mystique, mais comme un ensemble de règles pratiques, de calendriers, de techniques. Le langage mythologique sert ici à désigner une asymétrie de compréhension. Ceux qui savent et ceux qui apprennent. Lorsque ce cadre disparaît, le savoir ne disparaît pas immédiatement. Il se fossilise, il devient rituel, il est reproduit sans être interrogé. Les gestes sont conservés, mais leur raison d'être s'efface. Ce processus est visible dans de nombreuses cultures. Des pratiques complexes sont maintenues longtemps après que leur fonction originelle a été oubliée. Dans le cas sumérien, certaines institutions semblent avoir survécu à la perte de leur fondement scientifique. Les calendriers continuent d'être utilisés, mais ils deviennent approximatifs. Les alignements architecturaux persistent, mais leur précision se dégrade. Le savoir ancien devient un cadre symbolique plutôt qu'un outil adaptatif. Ce décalage suggère que le savoir initial n'était pas le produit direct de ces sociétés, mais d'un système antérieur plus stable. Un système qui aurait disposé du temps nécessaire pour observer, corréler, ajuster. Un système interrompu avant d'avoir pu se transmettre intégralement. Le dernier roi s'inscrit dans cette dynamique. Son règne aurait coïncidé avec la fin de cette transmission directe. Il aurait été l'un des derniers à comprendre le sens complet des règles qu'il appliquait. Après lui, le savoir continue d'exister, mais sous une forme réduite, fragmentée, parfois incomprise. Ce phénomène n'est pas unique à la Mésopotamie. Dans d'autres régions du monde, des structures anciennes témoignent d'une connaissance avancée de l'environnement, sans que l'on puisse retracer une progression locale vers cette connaissance. Les sociétés qui les ont héritées semblent avoir vécu dans leur ombre, les utilisant sans en reproduire l'ingénierie initiale. Cette situation pose une question délicate. Peut-on imaginer qu'une civilisation ait existé avant les cadres chronologiques admis, suffisamment stable pour développer un savoir approfondi du monde, puis suffisamment fragile pour disparaître presque sans trace? Les mythes parleraient alors non pas de Dieu, mais de survivants d'un ordre antérieur, perçus comme supérieurs par ceux qui les ont suivis. Le terme de Dieu, dans ce contexte, serait moins une description ontologique qu'un marqueur de distance cognitive. Ceux qui savent mesurer le temps, sur des cycles longs, prévoir les changements environnementaux, organiser des sociétés en fonction de ces prévisions, apparaissent nécessairement comme autres. L'âge de la pierre, tel qu'il est souvent présenté, est peut-être une simplification. Il suppose une homogénéité mondiale des capacités humaines. Or, l'histoire réelle est faite de disparités, de régions plus avancées que d'autres, de transmissions inégales. Un savoir ancien aurait pu exister localement, puis se diffuser partiellement. La disparition de ce savoir serait alors liée à un événement global, capable de briser les réseaux de transmission. Un bouleversement climatique rapide, une montée des eaux, une instabilité prolongée. Dans un tel contexte, la survie immédiate prime sur la conservation abstraite. Les bibliothèques disparaissent, les maîtres meurent, les élèves se dispersent. Ce qui subsiste, ce sont des fragments pratiques, des techniques simplifiées, des récits condensés, des gestes répétés. Le monde nouveau se construit sur ces restes, sans accès au système complet qui leur donnait sens. Le dernier roi, encore une fois, apparaît comme une figure de passage. Il aurait été confronté à l'impossibilité de maintenir un savoir trop complexe pour un monde devenu instable. Son rôle aurait été de choisir ce qui pouvait être simplifié sans perdre toute cohérence. Un choix difficile, dont les conséquences se feraient sentir pendant des millénaires. Ce savoir trop ancien pour l'âge de la pierre n'a pas disparu totalement. Il persiste sous forme d'anomalies, de structures trop précises, de récits trop cohérents pour être de simples inventions. Mais il n'est plus accessible directement. Il nécessite une interprétation croisée entre archéologie, climatologie et étude des mythes.
La science moderne commence seulement à admettre que certaines périodes du passé ont pu être plus complexes qu'on ne l'imaginait. Non pas parce que les humains étaient différents, mais parce que les conditions environnementales permettaient une stabilité aujourd'hui rare. Cette stabilité aurait été le terreau d'un savoir patient, cumulatif. Lorsque cette stabilité s'effondre, le savoir ne peut pas survivre intact. Il devient trop lourd, trop exigeant. Il se délite. Ce qui reste est souvent mal compris par les générations suivantes qui l'interprètent à travers leur propre cadre. Ainsi, le savoir ancien devient mythe, non pas parce qu'il était faux, mais parce que ses conditions d'existence ne sont plus réunies. Le mythe conserve la forme, mais perd la fonction. Il devient un récit de dieux, de rois, de mondes disparus. Et si ce que nous appelons aujourd'hui l'âge de la pierre était en réalité l'ombre portée d'un âge précédent, plus structuré, plus silencieux, dont le dernier roi aurait tenté de préserver l'essentiel avant que le monde ne bascule définitivement vers une autre manière d'exister. Dans les récits les plus anciens, la royauté n'est jamais présentée comme une invention humaine. Elle est donnée, confiée, déplacée. Le pouvoir ne s'élève pas depuis la terre, il descend. Cette idée revient avec une constance remarquable, non seulement en Mésopotamie, mais dans d'autres cultures séparées par des océans et des millénaires. La couronne n'est pas un symbole forgé par l'ambition. Elle est un objet de transmission, presque un instrument. Les textes sumériens parlent d'une royauté qui descend du ciel. L'expression est répétée avec une précision qui laisse peu de place à l'interprétation métaphorique. Le ciel n'est pas ici un espace spirituel abstrait. Il désigne un domaine structuré, ordonné, observé. Le ciel est un système de cycles, de rythmes, de repères fixes. Recevoir la royauté du ciel signifie recevoir la responsabilité de maintenir un alignement avec ces cycles. La couronne, dans ce contexte, n'est pas un ornement. Elle représente une fonction. Celui qui la porte n'est pas au sommet d'une hiérarchie humaine, mais au point de contact entre deux ordres. Il doit comprendre le langage du ciel autant que celui de la terre. Il doit traduire des observations en décisions, des prévisions en règles sociales. Cette conception explique pourquoi les premiers rois ne sont pas décrits comme des conquérants. Ils ne fondent pas leur autorité sur la force, mais sur la capacité à maintenir un équilibre invisible. Leur légitimité repose sur la stabilité du monde. Tant que les cycles sont respectés, leur règne est justifié. Lorsque le monde devient instable, leur pouvoir perd son fondement. La couronne venue des étoiles suggère également une temporalité différente. Les décisions royales ne sont pas prises pour l'immédiat, mais pour des durées longues. Les calendriers, les cycles agricoles, les périodes de crue ou de sécheresse sont intégrées dans une vision d'ensemble. Le roi agit en fonction de phénomènes qui dépassent sa propre existence. Ce type de gouvernance exige un savoir précis. Il ne suffit pas de croire au ciel, il faut l'observer, le mesurer, le comprendre. Les récits anciens insistent sur cette compétence. Les rois sont instruits par les dieux. Ils reçoivent des tablettes, des règles, des mesures. Ce langage peut sembler mythologique, mais il décrit une transmission de connaissances de techniques. Lorsque cette transmission fonctionne, le système est stable. Les villes prospèrent, les ressources sont gérées, les conflits sont limités. Le roi est un régulateur, non un dominateur. Mais ce système est fragile. Il dépend d'une relative constance des cycles naturels. À mesure que le climat commence à se dérégler, la couronne perd de sa clarté. Les signes célestes deviennent ambigus. Les repères se déplacent. Les saisons ne répondent plus aux attentes. Le roi, même instruit, ne peut plus garantir l'ordre. La couronne venue des étoiles devient un fardeau. Les textes suggèrent que cette période de dérèglement est accompagnée de débats parmi les Anunnaki. Certains souhaitent maintenir le système coûte que coûte. D'autres reconnaissent que les conditions ont changé. La royauté céleste, telle qu'elle a été conçue, n'est plus adaptée. Il faut envisager une transition. C'est dans ce contexte que le dernier roi reçoit la couronne. Non pas comme une récompense, mais comme une responsabilité ultime. Il hérite d'un pouvoir dont les fondations sont déjà fissurées. Il doit gérer un monde où les anciens repères ne fonctionnent plus, tout en sachant que les nouvelles règles ne sont pas encore établies. La couronne, à ce stade, n'est plus un instrument de maîtrise. Elle devient un symbole de continuité, un lien fragile entre ce qui fut et ce qui sera. Le roi ne peut plus maintenir l'alignement parfait avec le ciel. Il peut seulement atténuer la rupture, préserver des fragments, préparer le terrain pour un autre type de gouvernance. Cette situation explique peut-être pourquoi ce roi ne fonde pas de dynastie. Transmettre une couronne dont le sens originel s'est perdu serait irresponsable. La fonction doit disparaître avec le système qui l'a rendue nécessaire.
La royauté céleste doit s'éteindre pour laisser place à une royauté humaine, plus souple, plus adaptée à l'imprévisible. Dans les mythes ultérieurs, cette extinction sera interprétée comme une chute. Les dieux se retirent, les hommes sont abandonnés. Mais cette lecture morale masque une réalité plus complexe. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une transformation. Le monde n'est plus gouvernable selon les anciens principes. La couronne venue des étoiles ne disparaît pas complètement. Elle se transforme en symbole. Elle devient un objet rituel, un signe de légitimité détaché de sa fonction technique. Les rois continuent de se dire choisis par le ciel, mais cette affirmation n'est plus vérifiable, elle devient narrative. Ce glissement marque une rupture profonde dans la relation entre pouvoir et connaissance. Là où le roi était autrefois un gardien de cycles mesurables, il devient un représentant symbolique d'un ordre transcendant. Le pouvoir se détache de l'observation directe du monde pour s'ancrer dans le récit. Ce changement n'est pas instantané, il s'étale sur des générations. Mais le dernier roi se situe précisément au point de bascule. Il est le dernier à porter une couronne qui avait encore une fonction opérationnelle. Après lui, la couronne ne sera plus qu'un signe. Les traces de cette couronne originelle sont ténues. Elles apparaissent dans des récits fragmentés, des symboles récurrents, des alignements architecturaux devenus rituels. Elles ne peuvent être comprises qu'en reconstituant le système dont elles faisaient partie. La science moderne commence à reconnaître que certaines formes de pouvoir anciens étaient intimement liées à l'observation de l'environnement. Les sociétés qui dépendaient fortement des cycles naturels développaient dans des structures politiques adaptées attenant à cette dépendance. Lorsque ces cycles se dérèglent, ces structures deviennent obsolètes. La couronne venue des étoiles serait alors le vestige d'un modèle de gouvernance fondé sur une connaissance fine et patiente du monde. Un modèle rendu impossible par un bouleversement rapide et global. Si ce modèle a existé, sa disparition n'est pas une énigme mystique, mais une conséquence logique. Le monde a changé trop vite. Les outils cognitifs conçus pour la stabilité ne pouvaient en survivre à l'instabilité. Le dernier roi aurait été conscient de cette limite. Son rôle n'aurait pas été de préserver la couronne, mais de l'éteindre dignement, en laissant derrière lui suffisamment de fragments pour que l'humanité puisse, un jour, reconnaître qu'un autre rapport au pouvoir et au temps avait existé. Et si cette couronne n'était pas un objet venu des étoiles, mais une manière de penser le monde à travers les étoiles, que reste-t-il aujourd'hui de cette pensée dans les silences laissés par l'histoire ? À mesure que le pouvoir fondé sur l'observation du ciel commence à perdre sa précision, un autre phénomène s'impose, plus discret, mais plus déterminant encore. Le monde lui-même change de comportement. Les récits anciens n'emploient pas le langage de la science moderne, mais ils décrivent avec constance une perte de régularité. Les saisons ne reviennent plus exactement au même moment. Les pluies deviennent imprévisibles. Les fleuves débordent sans avertissement ou se retirent trop tôt. Ce ne sont pas des catastrophes isolées. C'est une dérive. Dans les textes les plus anciens, le climat est souvent présenté comme fiable, non pas immuable mais compréhensible. Les variations existent, mais elles s'inscrivent dans des cycles connus. C'est cette connaissance qui permet l'agriculture, la planification, la stabilité sociale. Lorsque cette fiabilité disparaît, tout l'édifice commence à se fissurer. Les scribes ne parlent pas immédiatement de destruction, ils parlent d'anomalies, de signes difficiles à interpréter, de repères qui ne coïncident plus. Le ciel semble toujours obéir à ses lois, mais la terre ne répond plus de la même manière. Cette dissociation est fondamentale. Elle suggère que le problème n'est pas cosmique au sens abstrait, mais environnemental, enraciné dans les équilibres terrestres. La lenteur de cette dérive est essentielle. Il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais d'un glissement progressif. Une accumulation de déséquilibres qui, pris isolément, pourrait ressembler mineurs. Mais ensemble, ils transforment profondément les conditions de vie. Les sociétés anciennes, même bien organisées, sont vulnérables à ce type de changement. Leur résilience dépend de la prévisibilité. Les données scientifiques modernes confirment l'existence de périodes de transition climatique marquées à la fin de la dernière ère glaciaire. Les températures augmentent, puis chutent brièvement. Les masses d'eau se déplacent, les courants changent. Ces variations ne sont pas uniformes. Certaines régions deviennent plus fertiles, d'autres se dégradent rapidement. Pour des sociétés fondées sur une observation patiente et cumulative de l'environnement, cette instabilité représente un défi majeur. Les modèles hérités du passé cessent d'être fiables.
Les décisions prises sur la base d'anciens cycles produisent des résultats inattendus. La confiance dans le système commence à s'éroder. Les récits anciens reflètent cette perte de confiance. Les dieux ne sont plus décrits comme parfaitement prévisibles. Leurs décisions deviennent plus difficiles à comprendre. Ce glissement narratif peut être interprété comme une projection humaine, mais il correspond aussi à une réalité plus concrète. Lorsque l'environnement devient instable, même les meilleurs modèles explicatifs échouent. Le dernier roi gouverne précisément à ce moment-là. Il hérite d'un monde où les outils cognitifs du passé ne fonctionnent plus pleinement, mais où aucun nouveau cadre n'a encore émergé. Sa tâche n'est pas seulement politique, elle est adaptative. Il doit gérer l'incertitude sans précédent. Cette incertitude se manifeste d'abord dans la gestion de l'eau. Les fleuves, autrefois prévisibles, deviennent erratiques. Les crues sont trop fortes ou insuffisantes. Les systèmes d'irrigation, conçus pour des régimes stables, nécessitent des ajustements constants. Chaque ajustement est un pari. La nourriture devient plus difficile à garantir. Les récoltes échouent plus souvent. Les surplus diminuent. Or, les surplus sont la base de toute société complexe. Sans eux, il devient impossible de soutenir des spécialistes, des scribes, des observateurs. Le savoir lui-même devient une ressource fragile. Face à cette situation, les sociétés réagissent de différentes manières. Certaines tentent notamment de maintenir les anciens modèles au prix d'efforts croissants. D'autres commencent à simplifier. Elles abandonnent certaines pratiques trop coûteuses. Elles se replient sur des formes de subsistance plus immédiates. Les textes anciens semblent conserver la trace de ces choix divergents. Certaines cités persistent, d'autres disparaissent. Les listes mentionnent des déplacements de la royauté, non comme des conquêtes, mais comme des retraits stratégiques. Le centre du monde se déplace en fonction des conditions environnementales. La lente dérive climatique n'est pas perçue comme une menace immédiate. Elle devient dangereuse précisément parce qu'elle est graduelle. Elle laisse espérer un retour à la normale. Elle incite à attendre, à ajuster, plutôt qu'à transformer radicalement les structures sociales. Cette attente est peut-être l'erreur la plus coûteuse. Les sociétés qui ont survécu à de tels changements sont souvent celles qui ont accepté de modifier profondément leur organisation. Mais accepter une telle transformation implique d'abandonner des savoirs, des institutions, des identités construites sur des siècles. Le dernier roi se trouve face à ce dilemme. Maintenir l'ordre ancien au risque de l'épuisement ou accompagner une transition dont l'issue est incertaine. Les textes ne nous disent donc pas explicitement quel choix il a fait. Mais les conséquences suggèrent une tentative de compromis. Préserver autant que possible tout en préparant une réduction. Cette réduction n'est pas seulement matérielle, elle est cognitive. Certaines connaissances deviennent inutiles, voire dangereuses dans un monde instable. Prédire des cycles longs lorsque ceux-ci sont perturbés peut conduire à des décisions catastrophiques. Il devient plus prudent de se fier à des observations immédiates, même moins sophistiquées. Ce glissement vers l'immédiateté marque une rupture profonde dans la relation au temps. Le monde antérieur pensait en termes de générations, de cycles étendus. Le monde nouveau pense en saisons, parfois en jours. Cette contraction temporelle affecte toutes les sphères de la vie sociale. Les mythes ultérieurs transformeront cette dérive en récits de punition ou de colère divine. Mais dans les couches les plus anciennes, le ton reste descriptif. Le monde change, les repères se déplacent. Les anciens équilibres ne peuvent plus être maintenus. La lenteur de ce processus explique pourquoi il est si difficile à percevoir dans les archives archéologiques. Il ne laisse pas de couche de destruction nette. Il se manifeste par des abandons progressifs, des reconstructions partielles, des adaptations locales. C'est une érosion, pas un effondrement instantané. Cette érosion prépare le terrain pour une rupture plus brutale. Lorsque les systèmes sont déjà fragilisés, il suffit d'un événement supplémentaire pour provoquer un basculement irréversible, une montée rapide des eaux, un refroidissement soudain, une perturbation majeure des courants. Les textes anciens semblent conscients de cette vulnérabilité croissante. Ils évoquent des signes précurseurs, des avertissements, des conseils ignorés ou mal compris. Le dernier roi apparaît alors non comme un souverain déchu, mais comme un gestionnaire d'une crise longue, diffuse, difficile à nommer. Dans ce contexte, la disparition de l'ordre ancien n'est pas une surprise, elle est l'aboutissement logique d'une dérive prolongée. Ce qui surprend davantage, c'est la persistance de la mémoire de cet ordre, conservée malgré tout dans des récits fragmentaires. Cette mémoire témoigne d'un monde où le climat, le pouvoir et le savoir étaient étroitement liés.
un monde rendu possible par une stabilité aujourd'hui disparue. Comprendre cette lente dérive, c'est reconnaître que certaines formes de civilisation sont conditionnées par des équilibres environnementaux extrêmement précis. Et si le véritable héritage du dernier roi n'était pas un savoir perdu, mais la conscience que toute stabilité est provisoire, comment cette conscience a-t-elle été transformée, puis presque effacée, au moment où le monde s'apprêtait à connaître un bouleversement bien plus abrupt encore? Il arrive un moment où l'observation patiente ne suffit plus. Lorsque les cycles cessent de se répéter avec fidélité, le ciel, autrefois fiable, devient difficile à lire. Les récits anciens évoquent ce moment avec une retenue particulière. Ils ne parlent pas d'un ciel hostile, mais d'un ciel devenu imprévisible. Les repères sont toujours là, les étoiles continuent de se lever et de se coucher, mais leur relation avec la Terre semble s'être déplacée. Dans les sociétés anciennes, le ciel n'était pas un décor lointain, il était un calendrier vivant. Chaque mouvement, chaque retour, chaque décalage avait une signification concrète. Semer, récolter, se déplacer, construire et se gouverner, tout dépendait de cette lecture attentive. Lorsque le ciel change de rythme, ce n'est pas seulement une question cosmique. C'est l'ensemble de l'organisation humaine qui vacille. Les textes ne décrivent en bas ce changement comme brutal. Ils parlent de légers décalages, d'un lever qui ne correspond plus exactement à la saison attendue, d'un cycle qui semble s'allonger ou se contracter. Ces variations sont subtiles, mais elles s'accumulent. À long terme, elles rendent les anciens calendriers imprécis. Pour les observateurs du ciel, ces anomalies sont troublantes. Leur savoir repose sur la répétition, sur la confiance que ce qui a été observé pendant des générations continuera de se produire. Lorsque cette confiance s'effrite, le savoir lui-même devient incertain. Les décisions prises sur la base de calculs anciens produisent des résultats inattendus. Les récits sumériens évoquent parfois des conseils célestes, des assemblées de dieux discutant de signes difficiles à interpréter. Ce langage mythologique peut être lu comme la trace d'un débat réel parmi ceux qui détenaient le savoir astronomique. Comment interpréter un ciel qui ne répond plus aux modèles établis ? Faut-il ajuster les calendriers ou reconnaître que quelque chose de plus profond est en train de se produire ? Le ciel qui change de rythme n'est pas nécessairement le ciel lui-même, mais la relation entre la Terre et son environnement plus large. Des modifications dans l'inclinaison, dans les cycles saisonniers, dans les interactions climatiques globales. Ces phénomènes, aujourd'hui mieux compris, étaient alors perçus comme des signes déroutants. Pour les sociétés fondées sur une lecture fine du ciel, cette dérive est particulièrement déstabilisante. Elle remet en cause l'autorité de ceux qui savent lire les signes. Si les observateurs se trompent, c'est tout l'ordre social qui est remis en question. La confiance dans la royauté céleste s'érode. Le dernier roi gouverne précisément à ce moment de doute. Il hérite d'un système où le ciel ne parle plus aussi clairement. Les décisions deviennent plus risquées. Chaque choix engage des ressources de plus en plus rares. L'erreur n'est plus tolérable, mais elle devient inévitable. Les textes suggèrent que certaines pratiques sont alors modifiées. Les rituels se multiplient, comme pour compenser une perte de lisibilité. Les offrandes deviennent plus fréquentes. Les interprétations symboliques prennent le pas sur les calculs précis. Ce glissement marque une transformation profonde du rapport au ciel. Autrefois, observer le ciel était un acte de connaissance. Désormais, en Inde, il devient un acte de supplication. Ce changement n'est pas présenté comme une dégradation morale, mais comme une adaptation. Lorsque les modèles échouent, il reste le rituel, qui offre au moins une cohésion sociale. Le ciel changea de rythme et avec lui, le temps humain se contracta. Les décisions à long terme deviennent difficiles à justifier. Les sociétés commencent à privilégier des horizons plus courts. Cette contraction temporelle affecte la transmission du savoir. Les apprentissages longs, exigeants, perdent de leur utilité immédiate. Les observatoires anciens, conçus pour suivre des cycles étendus, sont progressivement abandonnés ou transformés. Certains deviennent des temples, d'autres tombent en ruine. Leur fonction originelle se perd, mais leur présence persiste comme un rappel silencieux d'un autre rapport au monde. Dans ce contexte, la figure du dernier roi apparaît encore une fois comme celle d'un témoin. Il assiste à la fin d'un langage commun entre le ciel et la terre. Il tente peut-être d'en préserver les bases, mais il ne peut empêcher la transformation. Son autorité, autrefois fondée sur la maîtrise des rythmes célestes, doit se redéfinir. Les mythes ultérieurs transformeront ce moment en récit de colère divine ou de punition,
Mais les sources les plus anciennes restent étonnamment neutres. Elles constatent un changement sans chercher à lui attribuer une intention morale. Le ciel ne punit pas. Il cesse simplement d'être prévisible. Cette neutralité est importante. Elle suggère une compréhension empirique du monde. Les anciens observateurs ne cherchaient pas nécessairement un sens caché derrière chaque phénomène. Ils notaient, comparaient, ajustaient. Lorsque l'ajustement devenait impossible, ils reconnaissaient une limite. Cette reconnaissance de limite est peut-être l'un des héritages les plus discrets de cette période. Elle transparaît dans la prudence accrue des récits ultérieurs, dans leur tendance à envelopper le savoir d'un voile symbolique. Ce qui ne peut plus être mesuré avec certitude est raconté sous forme de mythe. Le ciel qui change de rythme devient alors un ciel narratif. Il est peuplé de figures, de volontés, de récits. Non pas parce que les anciens auraient abandonné la raison, mais parce que le langage rationnel dont ils disposaient n'était plus suffisant pour décrire une réalité devenue instable. Le dernier roi se situe à l'articulation de ces deux langages. Il appartient encore à un monde où le ciel était lisible, mais il gouverne dans un monde où cette lisibilité disparaît. Son règne est marqué par cette tension. Il doit décider sans certitude, interpréter sans modèle fiable. Cette situation explique peut-être pourquoi son souvenir est si discret. Les sociétés aiment se souvenir des périodes de clarté ou des moments de reconstruction. Les périodes transitant d'incertitude sont plus difficiles à raconter. Elles ne se prêtent ni à la glorification ni à la condamnation simple. Pourtant, c'est souvent dans ces périodes que se jouent les transformations les plus durables. Le ciel qui change de rythme force l'humanité à modifier son rapport au temps, au savoir, au pouvoir. Il marque la fin d'une ère fondée sur la stabilité et le début d'une ère fondée sur l'adaptation. Les données scientifiques modernes montrent que des variations relativement modestes dans les paramètres environnementaux peuvent avoir des effets profonds sur les sociétés humaines. Les anciens, sans disposer de ces outils conceptuels, en faisaient l'expérience directe. Leur langage était différent, mais leur observation était précise. Comprendre ce moment, c'est accepter que la perte de certains savoirs n'est pas le résultat d'une ignorance soudaine, mais d'un changement de conditions. Ce qui était pertinent cesse de l'être. Ce qui était central devient périphérique. Le ciel changea de rythme et avec lui la hiérarchie des savoirs. Ce qui comptait autrefois devient secondaire. Ce qui était marginal devient essentiel. Les sociétés se réorganisent autour de nouvelles priorités. Dans ce processus, le dernier roi n'est ni un héros ni un échec. Il est un point de passage, un témoin d'un monde où le ciel parlait encore clairement, et d'un monde où il faudrait désormais apprendre à vivre avec son silence relatif. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une invitation à observer autrement, comment cette invitation a-t-elle été reçue par ceux qui ont survécu au basculement qui s'annonçait déjà à l'horizon ? Lorsque le ciel cesse de répondre avec clarté, ceux qui l'observent ne disparaissent pas immédiatement. Ils restent, ils veillent, leur rôle change, mais leur attention demeure. Les récits anciens suggèrent l'existence d'une période intermédiaire, souvent négligée, où le savoir n'est plus affirmatif, mais attentif. Une veille silencieuse s'installe, faite d'observations prudentes, de notations fragmentaires, de comparaisons patientes. Ces observateurs ne sont plus des maîtres du temps, ils deviennent des témoins. Leur autorité se transforme. Elle ne repose plus sur la capacité à prédire avec certitude, mais sur la capacité à reconnaître les anomalies. Ils notent ce qui ne correspond plus. Ils enregistrent les décalages. Leur savoir devient négatif au sens le plus simple. Il définit ce qui ne fonctionne plus. Les textes anciens évoquent parfois des figures retirées, des sages, des gardiens de temple, des scribes qui continuent d'observer même lorsque le pouvoir politique se détourne de leurs calculs. Ces figures ne dominent plus le récit. Elles se situent à la marge, dans l'ombre des décisions immédiates. Pourtant, leur rôle est crucial. Elles conservent une mémoire des changements. La veille silencieuse n'est pas une inaction. Elle est une adaptation à l'incertitude. Lorsque les modèles échouent, il devient dangereux de les imposer. Les observateurs le comprennent. Ils suspendent les affirmations. Ils laissent les phénomènes se manifester sans chercher à les intégrer trop vite dans un cadre explicatif devenu instable. Cette posture est rare dans l'histoire humaine. Elle exige une forme de retenue intellectuelle. Elle va à l'encontre du besoin de contrôle. Pourtant, les sources les plus anciennes suggèrent que cette retenue a existé, qu'à un moment donné, certains ont accepté de ne pas savoir tout en continuant à regarder. Le dernier roi gouverne dans cette atmosphère de veille. Il ne dispose plus d'oracles fiables.
Les décisions qu'il prend s'appuient sur des observations incomplètes. Il consulte ceux qui veillent, non pour obtenir des certitudes, mais pour comprendre les limites. Cette relation entre pouvoir et savoir est fragile, mais elle témoigne d'une conscience aiguë du moment. Les observateurs notent des changements subtils, des migrations animales inhabituelles, des variations dans la croissance des plantes, des modifications dans le comportement des eaux. Ces signaux ne sont pas spectaculaires pris isolément, mais leur accumulation dessine une tendance. Le monde se déplace vers un état différent. Ces notations sont rarement conservées intégralement, elles sont trop nombreuses, trop spécifiques. Ce qui nous parvient, ce sont des échos, des mentions indirectes, des récits ultérieurs qui parlent de signes, d'avertissements, sans en préciser la nature exacte. Cette imprécision n'est pas nécessairement une perte, elle reflète la nature même de l'observation à ce moment-là, prudente, fragmentaire, sans synthèse définitive. La veille silencieuse implique aussi une forme de retrait spatial. Les observateurs ne sont plus au centre des cités. Ils se déplacent vers des lieux élevés, des marges, des zones moins peuplées. Ces choix ne sont pas mystiques. Ils répondent à des besoins pratiques. Observer le ciel, les eaux, les mouvements lents exigent du temps et du calme. Dans ces lieux de retrait, le savoir change de forme. Il n'est plus transmis comme un ensemble de règles, mais comme une attitude, une manière de regarder, une vigilance. Ce type de transmission est difficile à préserver sur le long terme. Il dépend de relations directes, de maîtres et d'apprentis, dans un monde où les structures sociales se fragilisent. Lorsque les conditions deviennent plus dures, cette veille devient un luxe. Les sociétés doivent mobiliser leurs ressources pour la survie immédiate. Les observateurs sont parfois perçus comme inutiles, voire encombrants. Leur savoir ne nourrit pas directement. Il ne protège pas immédiatement. Pourtant, c'est souvent ce savoir marginal qui permet de comprendre la profondeur des changements en cours. Les observateurs perçoivent que les anomalies non somatiques ne sont pas temporaires, qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise saison ou d'un cycle capricieux. Quelque chose de plus fondamental est en train de se produire. Les récits anciens suggèrent que certains observateurs tentent de communiquer. Dans la mémoire sumérienne, ils parlent de grands bouleversements, de transformations irréversibles. Le déluge n'est pas un simple épisode, leur langage est souvent symbolique. Il agit comme une ligne de fracture, mais parce que les concepts silencieux entre deux états du monde pas encore. Les textes ne s'y attardent pas par fascination pour la catastrophe. Sociétés habituées la mentionnent avec localement. Parfois presque ces avertissements ne sont pas toujours entendus. Ne résidaient pas dans sa description, mais dans ses conséquences durables. Ils entrent en conflit avant le déluge, certaines choses étaient moins possibles. Reconnaître qu'un monde est en train de disparaître, cette frontière n'est jamais décrite à envisager l'inconnu. Le monde ne disparaît pas. Les sociétés ne sont pas transformées à cela. Les villes réapparaissent. Le dernier roi se trouve à la croisée de ces tensions. Les lois subsistent. Il écoute les observateurs, mais semble plus il doit aussi répondre aux besoins immédiats du possible de son peuple. Il ne peut pas agir uniquement sur la base d'un futur incertain. Il doit arbitrer entre la veille et l'action. Moment, cette position est inconfortable, elle explique peut-être la discrétion. Il n'y a pas de longue description de chaos. Les sociétés préfèrent se souvenir des décisions claires, présenté comme des victoires ou des échecs prises dans une assemblée. La gestion de l'incertitude laisse peu de traces. Elle suggère que le déluge n'est pas silencieux comme un accident jusqu'au moment où l'accumulation de signaux ne peut plus être ignorée. De régulation, les observateurs comprennent que le changement n'est pas la survie individuelle, que les adaptations progressives ne suffiront plus. Le monde antédiluvien, un événement plus marqué est probable indirectement. N'est pas décrit comme une surprise. Point de saturation. Il est anticipé, mais sans date précise. Parle parfois du bruit cette absence de précision est essentielle. Elle montre que les anciens ne cherchaient pas à prédire un instant exact. Ces formulations restent vagues, à reconnaître une trajectoire. Elles laissent entrevoir le monde se dirige vers un point de non-retour. Le déluge intervient alors comme une correction radicale. La veille silencieuse n'est pas une configuration devenue instable pour permettre l'émergence d'une nouvelle. Elle permet d'accepter l'idée de la perte, celle d'un redémarrage, de comprendre que certains savoirs ne pourront pas être préservés. Le monde n'est pas anéanti, que certaines remis dans un état compatible avec de nouvelles règles ultérieures. Cette transformation ces observateurs en la relation entre les marginales et les Anunnaki. Mais à l'origine, ils étaient comme des déluges. Cette relation semblait confrontée à une complexité qui dépassait les cadres existants. Les frontières entre les sphères étaient parlées, plus perméables. Une prudence face à la catastrophe, une distance que toute explication prématurée risquait de figer une réalité, mais leur intervention devient plus indirecte. Ils préféraient attendre, regarder, cette distance se manifeste dans la manière dont le contraste fortement avec notre besoin moderne de réponse immédiate, clairement humain. Elle nous rappelle que le savoir n'est pas toujours leurs actions sont davantage de certitude. Ils entrent parfois une discipline de l'attention plus reconnaissable. Lorsque le basculement final se produira, la veille de l'ordre prendra fin. Il devient non pas
parce qu'elle est gérée dans un monde mais parce que le temps de l'observation cède la place au temps de la survie d'un âge où les observateurs devront eux aussi agir, avant lui, fuir, le temps, la durée de vie, la proximité. Ce qui restera de leur veille ne suivait en pas des fragments de mémoire. Après lui, intégrés plus tard dans des récits de déluge, de chute, de fin. Le réel devient plus dense. Ces récits porteront encore la trace aux interventions directes patientes. Même cette déformée par le temps, jamais explicitement formulée dans ces fragments, mais elle transparaît dans la texture des prophéties manquées, les mythes, mais le témoignage lucide d'un monde observé jusqu'à son dernier moment de stabilité, plus codifié. Que pourrions-nous apprendre aujourd'hui besoin de cette manière ancienne d'accepter là où l'ordre pouvait avant la rupture s'imposer par simple présence? Il existe un moment dans le passé où plusieurs lignes de preuves, longtemps séparées, commencent à converger. Les récits anciens, les données environnementales, les discontinuités archéologiques semblent pointer vers une même période, comme si ce moment ne porte pas de nom dans les mythes. La liste royale conserve les noms et les règnes comme une frontière, mais elle ne raconte plus un avant et un après. Elle agit comme un profondeur temporelle d'un monde difficile à saisir, mais persistant dans la mémoire humaine. Confère au déluge, les traditions parlent d'un monde d'avant, sans toujours le séparer pas seulement deux périodes historiques. Elles évoquent une rupture ancienne, deux régimes de réalité. Au premier avant lui, le monde était régi par des règles même que les généalogies les plus longues, mais auxquelles il participait. Cette ancienneté n'est pas exagérée pour impressionner. Après lui, le monde devient présenté comme un fait. L'humain doit apprendre. Le monde ancien appartenait à un autre temps. Dans ce nouveau cadre, régi par d'autres règles, la responsabilité humaine, les recherches scientifiques modernes ne peuvent en plus se contenter également d'incarner une période charnière marquée par des changements rapides et globaux. Défendre, les archives naturelles conservées dans la glace, les erreurs ont des conséquences, les fonds marins sont plus visibles, montrent des signes d'instabilité climatique dans son enlève ne sont plus seulement des corrections cosmiques. Les régimes de précipitation aussi des échecs humains. Les environnements se transforment, le déluge à une échelle rarement observée, une forme de séparation. Cette convergence est troublante. Le ciel et la terre, non parce qu'elle confirme, mais le lien est moins immédiat, mais parce qu'elle suggère que la mémoire humaine a conservé l'écho d'un événement réel. Il ne se manifeste plus de la même manière pour traverser des millénaires. Leur autorité se fait sentir à travers des signes, le mythe des lois, des traditions, ne serait pas une invention, mais rarement par une présence directe. 13 000 ans avant est peut-être la clé correspond à une période d'histoire telle que nous la connaissons d'un état glaciaire. L'histoire naît lorsque le monde cesse d'être directement administré par des principes de réchauffement rapide et doit être géré par des acteurs humains à des conditions à des contraintes strictes. Pour les sociétés humaines, ce passage, ces oscillations représentent les récits qui évoquent la survie de les environnements changent choisis pour préserver la continuité de renforcent cette idée. Les récits anciens, la survie n'est pas collective en termes elle est sélective. Il parle de désordre, de conserver une lignée, de cycle mémoire, un savoir langage est différent. Le monde redémarre avec moins, mais avec l'essentiel. Un monde qui ne répond plus aux attentes de la survie est révélatrice du passé. Elle suggère que le monde, les populations humaines sont déjà présentes avec des ressources limitées, elles ne sont pas durées réduites, des interactions plus encadrées, d'autres plus sédentaires. L'abondance antérieure, qu'elle soit temporelle ou structurelle, n'est plus accessible. D'autres dépendent de le déluge n'est donc pas seulement une catastrophe naturelle ou mythologique. Explique pourquoi les événements fondateurs ne sont pas la définition du réel. Pour certaines régions, les limites. Cette période représente ce qui est désormais possible et de nouvelles terres deviennent habitables. Il transforme la relation au temps, au pouvoir, à l'autorité. Pour d'autres, cette transformation se reflète aussi dans la manière dont les sont submergées, les plaines fertiles se transforment, les routes migratoires deviennent plus abstraits. Les mythes universels et les acteurs visibles pour devenir des références peuvent être ordre est intégré dans les structures humaines, ces expériences mais leur présence directe amplifiée par leur répétition à l'échelle du globe. Cette évolution soulève une question délicate. Un fragment du même phénomène, le déluge a marqué adapté à son du réel, alors ce que les textes le dernier roi tel qu'il apparaît dans les récits n'est pas simplement un mythe embellissant le passé. Symboliquement à ce seuil. Il pourrait être le souvenir déformé d'un état du monde exactement les règles fondamentales modernes, mais parce qu'il incarne les Sumériens ne cherchent pas à explorer cette possibilité, un monde instable. Ils n'analysent pas le règne marque la fin, ils en acceptent les perçue comme immémoriale et pragmatique. Cette immémorialité, le monde est tel qu'il est devenu. Il faut vivre avec ses limites pour les sociétés en respectant l'ordre hérité. Le monde d'avant avait duré suffisamment longtemps pour être considéré comme normal. Il apparaît dans les disparitions, dans les allusions, comme les simples changements. Il agit comme une référence fondamentale, un point de comparaison. Les traces archéologiques de ce qui existe aujourd'hui est toujours mesuré à l'aune de ce qui a été perdu. Certains sites, cette perte n'est pas décrite comme tragique. Elle est présentée comme nécessaire. Soudainement, le monde ancien n'était plus viable. Les styles d'outils changent, mais les pratiques alimentaires, ce coût est la fin d'une proximité directe. Ces transformations ne suivent pas toujours. L'humain gagne en autonomie, mais il perd en accès. Elle témoigne d'une adaptation traversée. Toute la tradition sumérienne le plus difficilement à la prudence des récits, c'est le savoir sobriété, leur refus de l'exagération.
à des Le déluge environnements n'est pas un spécifiques spectacle, deviennent il est obsolètes. une limite. Lorsque ces À environnements partir de cette disparaissent, limite, une nouvelle continuité les se met en stratégies de place. chasse, de Les collecte, rois de se gestion de succèdent, l'eau doivent les être villes se réinventées. reconstruisent. Les Cette lois se réinvention transmettent. prend du temps, mais quelque chose Entre-temps, persiste, une partie discret, du savoir se presque perd. inconfortable. Les récits Les des mêmes noms Anunnaki réapparaissent en parlant d'un les mêmes retrait des dieux principes sont pourraient avant invoqués. de symboliser cette Comme perte si, de malgré cadre la rupture, explicatif une part de ancien. l'ancien monde Ce qui refusait de fonctionnait disparaître auparavant cesse complètement. d'être pertinent. Cette Les persistance figures prépare une d'une autre autre interrogation. associée à ce savoir. Si le déluge a disparaissent redéfini ou le se réel transforment. sans effacer totalement Le dernier ce roi qui le dans cette précédait, lecture n'est alors pas un certaines individu continuités isolé, ont traversé la mais une frontière. représentation de cette Des perte noms, de des fonctions continuités. des autorités. Il est le semble dernier à avoir gouverné survécu, selon des parfois principes sous des formes hérités d'un monde modifiées. stable. C'est dans Après cette lui, zone la de gouvernance continuité devient troublante, expérimentale, après l'eau locale, et la rupture, fragmentée. que se dessine la question 13 000 ans suivante avant le présent, celle de ce qui la est notion revenu même de presque mémoire intact. change. Comme si Les le temps sociétés lui-même ne peuvent avait plus choisi se de ne pas référer tout emporter à à un passé stable pour guider l'avenir. Lorsque la rupture devient Elles doivent inévitable, improviser. elle ne se Le temps manifeste long, pas immédiatement autrefois par le un chaos. allié, Elle devient commence une source souvent par un élément d'incertitude. familier, Les récits presque se rassurants. raccourcissent. L'eau, Les source de généalogies, vie, vecteur de simplifient. prospérité, Cette devient contraction de la progressivement mémoire autre est chose. visible dans les traditions Les récits anciens orales. ne parlent pas d'une Les vague histoires se soudaine concentrent sur surgissant quelques du néant. événements marquants. Ils décrivent Les périodes une présence intermédiaires qui s'étend, sont qui effacées. persiste, Le qui passé transforme devient lentement une le succession paysage de seuils jusqu'à le rendre plutôt qu'une méconnaissable. continuité. Dans Dans les les sociétés sociétés anciennes, anciennes, souvent l'eau est situées après centrale. un déluge ou Elle une structure les destruction, villes, les reflètent dans cultures, cette les échanges. reconstruction de la mémoire. Elle est canalisée, Le monde commence mesurée, à nouveau, anticipée. non parce qu'il n'existait Toute rien l'organisation avant, repose mais parce sur que sa ce qui relative existait docilité. n'est plus accessible. Lorsque cette relation La se création modifie, est une ce réorganisation, n'est pas seulement une pas ressource naissance qui échappe absolue. au contrôle, La science mais moderne l'ensemble du reconnaît de système plus en social. plus que cette Les période a textes joué les un plus rôle anciens crucial évoquent des dans la crues structuration des inhabituelles, sociétés humaines, des zones humides qui ultérieures, s'étendent, les des terres adaptations autrefois développées fertiles alors devenant ont conditionné instables. les trajectoires Ces descriptions régionales. ne sont pas dramatiques. Certaines Elles sont innovations précises. apparaissent, L'eau ne non par détruit pas progrès linéaire, immédiatement, mais par elle nécessité. efface, elle déplace les récits frontières. anciens, Elle loin rend d'être certains de lieux simples fictions, inhabitables, sans peuvent les être détruire lus comme totalement. des archives Cet émotionnelles et effacement cognitives progressif de cette est transition. particulièrement difficile à Il gérer. conserve la trace de Une ville peut l'étonnement, survivre à de la une perte, inondation de brutale l'adaptation si elle est forcée. suivie d'une période Leur de langage est stabilité. symbolique, mais leur une fonction montée est lente mémorielle et persistante Le des dernier eaux roi est l'un impose de des ces choix symboles. constants. Il Faut-il condense une reconstruire expérience plus haut? collective. Faut-il Celle déplacer d'un les monde qui se populations? savait ancien, Faut-il abandonner et qui des terres découvre soudain cultivées sa depuis des fragilité. générations? Son règne Les est assez sociétés bref, fondées non parce sur la qu'il a prévisibilité échoué, de l'eau se mais parce que les retrouvent alors conditions qui rendaient dans une son situation son rôle paradoxale. possible ont disparu. Leur savoir hydraulique, Ce moment autrefois leur situé plus grande force, approximativement devient 13 insuffisant. 000 ans avant le Les présent, canaux sont submergés. ne marque pas la Les fin de digues l'humanité. doivent être rehaussés. Il sans marque cesse. la fin d'une certaine Chaque relation au intervention monde. est temporaire. Une relation Les fondée récits sur vont la sumérien prévisibilité, parlent des baies de la villes continuité, englouties, l'observation sans patiente. insister sur leur destruction. Ce qui suit Elles exige sont d'autres décrites comme qualités. perdues. Les Disparues sociétés sous qui les émergent eaux, après mais cette pas période anéanties. sont plus Cette flexibles nuance mais est aussi importante. plus fragmentées. Elles suggèrent une Elles développent disparition des par récits recouvrement pour combler les non vides par violence laissés par la immédiate. perte de savoir. Les structures restent, Elles sacralisent mais ce qu'elles deviennent ne peuvent plus inaccessibles. expliquer. Ce type Elles d'effacement mystifient laisse peu de ce qu'elles traces ne peuvent archéologiques plus mesurées. mesurer. Les Cette villes ne brûlent mythification pas, n'est pas un elles ne sont recul pas rasées. intellectuel. Elles sont Elle est recouvertes une de réponse sédiments à une réalité lentement devenue intégrées trop au paysage complexe aquatique pour être saisie par Pour les anciens générations cadres. suivantes, Le mythe elle permet de simplement transmettre d'exister. une expérience sans en maîtriser L'eau tous les agit paramètres. alors comme un En ce archiviste sens, le souvenir du impitoyable. monde d'avant, Elle conservé conserve dans les tout, mythes, mais est hors fidèle de à son portée. essence. Les Il ne décrit fondations, pas les les détails objets, techniques, les traces de vie mais l'impact quotidienne profond sont du changement. préservées, mais Il invisibles. rappelle qu'il y eut un temps La mémoire où le monde humaine, semblait privée de stable, ses repères puis un matériels, moment où cette se stabilité fragmente. a disparu. Les mythes Et si la ultérieurs véritable condenseront ce énigme processus n'était pas de en savoir récits si un un déluge déluge a eu lieu, une seule mais inondation, comment une l'humanité seule faute, a réussi une à seule reconstruire survie. du sens Mais les après avoir couches les plus traversé une anciennes période laissent où le entrevoir passé un cessait processus soudainement plus long, d'être un guide plus fiable diffus. pour l'avenir. Un monde qui se noie lentement, sans moment unique de rupture. Le dernier roi gouverne précisément dans cette phase. Il ne fait pas face à une catastrophe soudaine, mais à une érosion continue de l'habitabilité. Ses décisions ne sont pas héroïques. Elles sont administratives, douloureuses, souvent impopulaires. Déplacer une population n'est jamais perçu comme une victoire. L'eau impose une logique nouvelle. Elle redessine les routes, modifie les échanges, isole certaines communautés. Les réseaux qui soutenaient le savoir, l'observation, la transmission se rompent. Les observateurs, déjà marginalisés, perdent leur point de référence. Les lieux élevés deviennent rares, les horizons se ferment. Dans ce contexte, l'eau ne se contente pas d'effacer des lieux, elle efface des continuités. Les écoles de savoir disparaissent avec les villes. Les archives sont perdues ou deviennent illisibles. Les tablettes d'argile, paradoxalement, survivent parfois mieux que les structures humaines, mais leur contexte disparaît. Cette perte de contexte est cruciale. Un texte sans son environnement culturel
lexical devient ambigu. Il peut être recopié, mais son sens se transforme. Les mots restent, mais les références se déplacent. L'eau efface moins les objets que les relations entre les objets.
Les récits anciens semblent conscients de cette perte. Ils évoquent une confusion croissante. Les noms des lieux se multiplient pour désigner des espaces devenus flous. Les frontières ne sont plus fixes. Le monde devient liquide, au sens le plus concret. L'eau agit également sur la temporalité. Les sociétés inondées vivent dans l'urgence prolongée. Il ne s'agit pas d'un instant de survie, mais d'une adaptation constante. Cette pression permanente épuise les structures sociales. Les projets à long terme deviennent impossibles. Dans ce monde instable, le pouvoir change de nature. Il ne s'agit plus de maintenir un ordre idéal, mais de gérer des pertes. Le dernier roi devient un administrateur de la disparition. Il décide ce qui peut être sauvé, ce qui doit être abandonné. Cette fonction est rarement valorisée dans la mémoire collective. Les sociétés préfèrent se souvenir de ceux qui fondent, non de ceux qui ferment. Pourtant, sans cette phase de gestion de la perte, la survie elle-même serait compromise. L'eau, en tant qu'instrument d'effacement, ne détruit pas seulement les structures matérielles. Elle modifie les récits. Les mythes se simplifient. Les généalogies se raccourcissent. Les origines deviennent floues. Le passé est perçu comme un temps indistinct, séparé du présent par une masse liquide. Cette perception influence profondément les cultures postérieures. Le monde d'avant est imaginé comme englouti, inaccessible, parfois moralement différent. Cette distance permet de justifier la rupture. Ce qui a été perdu ne peut pas être récupéré. Il devient autre. La science moderne confirme qu'à certaines périodes, la montée des eaux a été suffisamment rapide pour transformer radicalement les paysages côtiers et fluviaux. Des régions entières ont été submergées en quelques générations. Pour les populations concernées, ces changements étaient vécus comme une fin de monde locale. Mais une fin de monde locale, répétée dans plusieurs régions, peut devenir une fin de monde globale dans la mémoire collective. Les récits se rejoignent, se superposent, se condensent. L'eau devient le symbole d'une disparition généralisée. Le dernier roi se situe au cœur de cette condensation mémorielle. Son règne est associé à l'eau non parce qu'il en est la cause, mais parce qu'il en est le témoin ultime. Après lui, le monde est suffisamment transformé pour que le passé devienne presque irreconnaissable. L'eau efface aussi les distinctions sociales. Les hiérarchies se dissolvent face à la nécessité de se déplacer, de s'adapter. Les titres perdent leur sens lorsque les territoires disparaissent. Le pouvoir devient mobile, temporaire, parfois informel. Cette dissolution contribue à l'effacement de la mémoire royale. Sans palais, sans tombe, sans capitale stable, le souvenir d'un règne se fragilise. Il subsiste dans des listes, des récits sont fragmentaires, mais il perd sa substance. L'eau n'est donc pas seulement un agent naturel, elle est un vecteur de transformation culturelle. Elle impose une autre manière d'habiter le monde, de penser le temps, de raconter l'origine. Elle sépare définitivement le monde ancien du monde nouveau. Lorsque les eaux se retirent partiellement, ce qui reste n'est pas un retour à l'état antérieur. Les sols ont changé. Les cours d'eau ont déplacé leurs lits. Les anciennes villes sont parfois encore là, mais elles ne sont plus accessibles ni utilisables. Le paysage porte la mémoire de la rupture. Les survivants reconstruisent ailleurs avec d'autres priorités. Ils se souviennent d'un monde englouti, mais ce souvenir est vague, chargé de symboles. L'eau devient la frontière entre ce qui peut être raconté et ce qui ne peut plus l'être. Ainsi, l'effacement opéré par l'eau n'est pas total, il est sélectif. Il conserve des traces matérielles en connant mais efface les continuités humaines nécessaires pour les interpréter. Ce qui reste est silencieux. Et si l'eau n'avait pas seulement effacé un monde, mais avait redéfini ce que l'humanité pouvait se souvenir, comment cette mémoire fragmentée a-t-elle façonné les récits qui nous parlent aujourd'hui d'un déluge, plutôt que d'une lente disparition ? Après la rupture, lorsque les eaux se sont retirées partiellement et que le climat a trouvé un nouvel équilibre instable, quelque chose d'inattendu apparaît dans le paysage humain. Des villes, pas des campements temporaires, pas des abris improvisés, mais des structures organisées, planifiées, parfois monumentales. Leur existence pose une question silencieuse. Comment des sociétés supposées avoir tout perdu ont-elles pu bâtir si vite et avec une telle cohérence ? Ces villes semblent surgir sans longue période préparatoire visible. Elles apparaissent dans les archives archéologiques comme si elles avaient été posées sur le paysage, déjà pensées, déjà structurées. Leurs plans ne sont pas aléatoires. Les rues suivent des orientations précises. Les bâtiments centraux occupent des positions symboliques et fonctionnelles. L'ensemble témoigne d'une intention claire. Ce qui trouble les chercheurs, ce n'est pas seulement la rapidité de cette urbanisation, mais son niveau de complexité.
Les systèmes de drainage, les zones de stockage, les espaces rituels et administratifs suggèrent une connaissance préalable des contraintes urbaines. Or, selon les modèles classiques, ces sociétés auraient dû passer par une longue phase d'expérimentation avant d'atteindre ce degré d'organisation. Ces villes ne ressemblent plus pas à des inventions progressives, elles ressemblent à des reconstructions. Comme si un modèle existait déjà dans la mémoire collective, même de manière fragmentée. Les bâtisseurs semblent savoir où placer les structures essentielles, comment organiser les flux, comment gérer l'eau, malgré un environnement encore instable. Cette impression est renforcée par la répétition de motifs similaires dans des régions éloignées. Des villes séparées par des centaines de kilomètres présentent des principes d'organisation comparables. Non pas identiques, mais cohérents. Cette cohérence suggère une diffusion de concepts, sinon de techniques complètes. Les mythes parlent souvent de cités fondées par des timbres et par des dieux ou des héros venus d'ailleurs. Ce langage peut être interprété comme une manière de reconnaître que les fondateurs possédaient un savoir inhabituel, un savoir qui ne semblait pas émerger naturellement des conditions locales immédiates. Les villes qui n'auraient jamais dû exister ne définissent pas seulement les chronologies, elles interrogent notre compréhension de la transmission du savoir après une catastrophe. Elles suggèrent que tout n'a pas été perdu, que certains principes fondamentaux ont survécu, portés par des individus ou des groupes capables de les adapter à un monde nouveau. Ces villes sont souvent situées dans des zones qui, peu de temps auparavant, auraient été inhabitables. Des plaines alluviales récemment émergées, des plateaux devenus fertiles après des transformations climatiques. Leur emplacement révèle une compréhension fine des nouvelles conditions environnementales. Cette compréhension ne peut pas être entièrement improvisée, elle suppose une capacité à analyser rapidement un environnement changeant, à identifier des opportunités, à éviter des risques. Cette capacité est le signe d'une tradition d'observation encore vivante. Le dernier roi, bien qu'associé à la fin d'un monde, pourrait avoir joué un rôle indirect dans cette continuité. Non pas en fondant lui-même ces villes, mais en préservant suffisamment de cadres conceptuels pour que d'autres puissent reconstruire. Son règne aurait permis une transition, une réduction du savoir sans son anéantissement total. Les villes postérieures portent parfois des traces de cette transition. Elles intègrent des éléments anciens mais simplifiés. Les alignements sont moins précis. Les calendriers sont plus approximatifs. Les rituels sont plus symboliques. Pourtant, la structure de base est là. Cette structure témoigne d'une mémoire longue, une mémoire qui ne s'exprime plus par des textes complexes ou des calculs précis, mais par des formes, des orientations, des choix d'implantation. Le savoir devient spatial plutôt que conceptuel. Dans ces villes, le pouvoir se reconfigure. Les rois ne se présentent plus comme des médiateurs directs entre le ciel et la terre, ils deviennent des organisateurs humains, responsables de la cohésion sociale plus que de l'alignement cosmique. Le sacré se concentre dans des lieux spécifiques, plutôt que de structurer l'ensemble de la ville. Cette concentration est une adaptation. Elle permet de maintenir un lien symbolique avec le passé sans exiger une maîtrise complète des anciens systèmes. Les temples deviennent des lieux de mémoire condensés. Ils rappellent un ordre ancien, même si celui-ci n'est plus pleinement compris. Les villes qui n'auraient jamais dû exister sont souvent associées à des récits de fondation mystérieux, des êtres venus du ciel, des survivants d'un déluge, des ancêtres au pouvoir extraordinaire. Ces récits ne sont pas des comptes rendus historiques, mais des tentatives de donner sens à une discontinuité. Comment expliquer une ville sans origine visible ? L'archéologie révèle parfois des couches d'occupation étonnamment fines au début de ces villes, comme si l'installation avait été rapide, presque immédiate. Il n'y a pas toujours de phase intermédiaire de campements dispersés. La transition vers l'urbanité semble abrupte. Ce phénomène est difficile à intégrer dans un modèle strictement évolutionniste. Il suggère que l'urbanisation peut être un retour, non une invention. Un retour à une forme d'organisation connue, mais adaptée à un contexte différent. Les sociétés qui construisent ces villes ne cherchent pas à reproduire exactement le monde d'avant. Elles en retiennent l'essentiel. La centralité, la gestion collective des ressources, la symbolisation du pouvoir. Elles laissent de côté ce qui est trop complexe ou inadapté. Cette sélection est consciente ou inconsciente. Elle témoigne d'une intelligence adaptative. Le monde nouveau exige des structures plus robustes, moins dépendantes de prévisions à long terme. Les villes deviennent des refuges organisés dans un environnement incertain. Pourtant, malgré leur ingéniosité, ces villes portent une fragilité intrinsèque. Elles sont bâties sur des sols récemment transformés.
Elles dépendent de régimes hydrologiques encore instables. Leur avenir est incertain. Certaines prospéreront. D'autres seront abandonnées aussi rapidement qu'elles sont apparues. Les récits ultérieurs transformeront ces abandons en légendes. Des cités maudites, des villes englouties, des lieux interdits. La réalité est plus sobre. Certaines implantations n'étaient simplement pas viables à long terme dans un environnement encore en mutation. Les villes qui n'auraient jamais dû exister nous rappellent que la reconstruction humaine après une catastrophe n'est pas toujours lente et chaotique. Elle peut être rapide, structurée, portée par une mémoire fragmentaire mais efficace. Cette mémoire ne se transmet pas toujours par des mots, elle se manifeste dans des choix. Où bâtir, comment orienter, comment organiser l'espace. Ces décisions révèlent un savoir tacite, hérité d'un passé que l'on ne peut plus raconter en détail. Le dernier roi, en disparaissant sans laisser de monument, laisse peut-être place à cette forme de transmission silencieuse. Son héritage n'est pas une dynastie, mais une capacité à reconstruire sans comprendre entièrement ce qui a été perdu. Ces villes sont donc des paradoxes. Elles semblent trop avancées pour leur époque et pourtant profondément marquées par la perte. Elles incarnent une humanité capable de créer à partir de ruines invisibles. En les observant aujourd'hui, nous sommes tentés de projeter nos catégories modernes. Mais elles nous invitent à une autre lecture, celle d'une histoire non linéaire, faite de ruptures et de reprises, de savoirs oubliés et de reconstructions partielles. Et si ces villes n'étaient pas des anomalies à expliquer, mais des indices discrets d'une continuité brisée, comment cette continuité a-t-elle été encore fragmentée lorsque les cartes elles-mêmes ont commencé à raconter un monde qui n'existait plus ? Il existe des objets qui dérangent moins par ce qu'ils montrent que par ce qu'ils suggèrent. Certaines cartes anciennes appartiennent à cette catégorie. Elles ne sont pas nombreuses et aucune ne se présente comme une preuve isolée. Leur trouble vient de leur cohérence implicite. Elles semblent décrire un monde partiellement absent, un monde dont certaines formes ne correspondent plus au paysage actuel. Ces cartes ne surgissent pas toutes au même endroit ni à la même époque. Elles apparaissent ensemble dans des contextes culturels différents, souvent séparés par des siècles. Pourtant, elles partagent une caractéristique discrète. Elles représentent des terres là où il n'y en a plus, ou des côtes dont la forme ne correspond plus au rivage connu. Elles ne le font pas de manière grossière ou fantaisiste, mais avec une précision qui dépasse la simple spéculation. La plupart de ces cartes sont des copies. Elles ne prétendent pas être originales. Leurs auteurs évoquent parfois des sources plus anciennes, aujourd'hui disparues. Cette mention n'est pas inhabituelle dans les traditions savantes anciennes. Ce qui l'était davantage, c'est le type d'information transmise. Ces cartes ne cherchent pas à embellir le monde, elles cherchent à le décrire. Certaines montrent des régions polaires sans glace, d'autres dessinent des côtes aujourd'hui submergées. D'autres encore indiquent encore des réseaux hydrographiques qui ne correspondent plus aux fleuves actuels, mais à des configurations compatibles avec des niveaux marins plus bas. Ces éléments, pris séparément, pourraient être attribués à l'erreur ou à l'imagination. Pris ensemble, ils dessinent une question plus large. Comment des cartes médiévales ou antiques auraient-elles pu intégrer des informations correspondant à des paysages antérieurs à la montée des eaux post-glaciaires ? Les cartographes de ces périodes ne disposaient ni des outils modernes ni d'une connaissance globale du monde. Leur précision, lorsqu'elle existe, semble héritée plutôt que construite. Les défenseurs d'une origine strictement symbolique de ces cartes soulignent à juste titre leurs erreurs, leurs distorsions, leurs incohérences. Ces cartes ne sont pas exactes au sens moderne, mais cette critique passe peut-être à côté de l'essentiel. La question n'est pas de savoir si elles sont correctes, mais pourquoi certaines de leurs erreurs semblent systématiquement alignées avec des réalités géographiques anciennes. Les cartes d'un monde englouti ne racontent pas une histoire complète. Elles sont fragmentaires, parfois maladroites, mais elles partagent une logique. Elles semblent s'être basées sur un modèle du monde différent de celui que connaissaient leurs auteurs. Un modèle dans lequel certaines terres aujourd'hui absentes existaient encore. Ce modèle n'a pas nécessairement été transmis sous forme de cartes détaillées. Il a pu l'être sous forme de descriptions, de listes, de récits techniques. Les cartographes ultérieurs auraient alors tenté de traduire ces informations dans un langage graphique qu'ils maîtrisaient partiellement. Cette hypothèse expliquerait les décalages. Les cartes ne seraient pas des représentations directes, mais des interprétations. Elles traduiraient un savoir ancien dans un cadre conceptuel plus récent. Les erreurs seraient donc des erreurs de traduction, non des inventions. Dans cette perspective, les cartes deviennent des fossiles cognitifs.
Elles conservent la trace d'une vision du monde qui n'est plus accessible directement. Elles sont comparables aux mythes, mais sous une forme spatiale. Elles racontent un passé non pas par des mots, mais par des lignes. Le monde englouti qu'elles suggèrent n'est pas un continent mythique isolé. Il est composé de marges, de côtes élargies, de plaines aujourd'hui submergées. Il correspond à un monde où le niveau des mers était plus bas, où les continents avaient une autre silhouette, à un monde plus vaste, plus connecté. Les sociétés qui ont vécu dans ce monde auraient eu accès à des territoires aujourd'hui invisibles. Leurs routes, leurs échanges, leurs implantations auraient été différents. Lorsque les eaux sont montées, ce monde n'a pas été détruit d'un coup. Il a été progressivement effacé, comme les villes évoquées précédemment. Les cartes seraient alors les derniers reflets d'une géographie perdue. Non pas des témoignages directs, mais des rémanences. Elles auraient été copiées, modifiées, adaptées, sans que leur origine profonde soit comprise. Le dernier roi, dans cette lecture, n'aurait pas été un cartographe, mais un gardien de cadre. Son monde aurait encore connu certaines de ces terres aujourd'hui absentes. Il aurait gouverné un espace plus large que celui que les générations suivantes ont pu habiter. Lorsque cet espace s'est réduit, la mémoire géographique s'est contractée avec lui. La perte de territoire entraîne toujours une perte de repères. Les cartes deviennent alors des objets ambigus. Elles montrent ce qui n'est plus visible. Elles deviennent difficiles à interpréter. Leur valeur pratique diminue, mais leur valeur symbolique augmente. Dans les sociétés postérieures, ces cartes ont souvent été entourées d'un certain mystère. Elles ont été conservées, copiées, parfois décorées, sans être pleinement utilisées. Elles étaient perçues comme anciennes, respectables, mais aussi étranges. Leur autorité venait de leur ancienneté, supposée, non de leur utilité immédiate. Cette transformation est significative. Elle montre comment un outil de connaissance peut devenir un objet de mémoire. Les cartes cessent de guider des déplacements réels. Elles deviennent des témoignages d'un monde qui n'est plus. La science moderne, en comparant certaines de ces cartes avec des reconstructions paléogéographiques, a relevé des correspondances troublantes, des lignes côtières approximatives, mais cohérentes avec des configurations anciennes, des massifs montagneux positionnés de manière compatible avec des terrains aujourd'hui submergés. Ces correspondances ne sont pas parfaites, elles ne constituent pas des preuves définitives, mais elles ouvrent un espace de réflexion. Elles suggèrent que certaines informations géographiques ont pu traverser des périodes de bouleversement transmises de manière indirecte, fragmentée. La question n'est pas de savoir si ces cartes décrivent un continent mythique perdu, mais si elles conservent la trace d'un monde plus vaste, réduit par la montée des eaux. Un monde dont les sociétés anciennes auraient en gardé le souvenir sous forme de récits, de mythes et parfois de représentations spatiales. Dans ce monde, la notion de centre et de périphérie était différente. Les zones aujourd'hui côtières étaient des terres intérieures. Les routes suivaient d'autres tracés. Les échanges se faisaient à travers des espaces aujourd'hui engloutis. Lorsque ces espaces ont disparu, les réseaux se sont brisés. Les cartes, dans ce contexte, deviennent des témoignages silencieux de cette fragmentation. Elles montrent des connexions impossibles à comprendre dans le monde actuel. Elles parlent d'un passé où la géographie humaine était plus continue. Le dernier roi, associé à la fin de cette continuité, aurait été l'un des derniers à percevoir le monde dans cette configuration élargie. Après lui, la contraction géographique aurait été suffisamment avancée pour que les générations suivantes ne puissent plus concevoir ce monde disparu autrement que comme un mythe. Les cartes d'un monde englouti ne sont donc pas des anomalies isolées. Elles s'inscrivent dans une constellation de traces. Mythes de déluge, villes submergées, savoir perdu, discontinuité culturelle. Ensemble, elles dessinent le contour d'un passé plus complexe que ne le laissent entendre les récits linéaires. Ces cartes nous rappellent aussi une limite fondamentale. Toute représentation du monde dépend des conditions dans lesquelles elle est produite. Lorsque ces conditions changent radicalement, les représentations deviennent obsolètes. Elles peuvent survivre matériellement, mais leur sens se perd. Observer ces cartes aujourd'hui, c'est accepter de regarder un monde qui ne correspond plus à nos repères. C'est reconnaître que notre géographie actuelle est le résultat d'une histoire récente à l'échelle humaine. Ce que nous considérons comme stable est en réalité provisoire. Le monde englouti n'est pas un lieu précis à retrouver. Il est une configuration passée de la planète, accessible seulement par fragments. Les cartes en sont l'un de ces fragments, silencieux, imparfaits, mais persistants.
Elles ne demandent pas à être crues aveuglément. Elles invitent à être interrogées, à être comparées, à être replacées dans une histoire longue, faite de transformations lentes et de ruptures soudaines. Et si ces cartes n'étaient pas des erreurs du passé, mais des rappels discrets que le monde lui-même peut changer de forme plus vite que nos récits ne peuvent s'y adapter, que reste-t-il encore à comprendre avant d'aborder le dernier règne et le silence qu'il a laissé derrière lui ?